Merci d'être resté avec nous. Donc, on part sur cette deuxième partie pour ce live organisé dans le cadre d'Octobre Rose, donc une campagne de soutien aux femmes atteintes du cancer du sein et également une campagne de sensibilisation et de promotion au dépistage du cancer du sein. Donc, je suis avec le Tote Teanini Temata Hotoa, qui est médecin en charge de la santé de la femme au Centre de la mère et de l'enfant à Ramuta. Et nous étions justement en train de parler des facteurs de risque donc, liés au cancer du sein. Ce que tu me disais juste avant, c'est qu'il y a des facteurs de risque qui sont non modifiables, tels que l'âge, par exemple, et le sexe, donc le fait d'être une femme. Est-ce qu'il y a aussi d'autres facteurs de risque sur lesquels nous, en tant que femmes, on a le pouvoir d'agir? Alors, sur le pouvoir d'agir, il y a donc tout ce qui est modifiable. Donc, ça concerne plutôt le mode de vie, en fait. Parce qu'on sait que les femmes qui ont du diabète, qui consomment beaucoup d'alcool, enfin en tout cas à certaines doses qui font que ça devient un facteur de risque. Donc l'alcool, le diabète, l'obésité, le manque d'exercice physique, enfin tout ça fait qu'on augmente son risque de cancer du sein. Et ça c'est vraiment quelque chose, mais qui peut après toucher plein d'autres domaines de la santé, permettre de diminuer son risque. Très bien. Et c'est pour ça que, enfin, tout à l'heure, tu me disais, est-ce qu'on peut être concerné avant 50 ans? Alors oui, le dépistage se fait à partir de 50 ans parce que c'est là où il y a, enfin, après 50 ans, c'est là où on va dépister le plus de monde. C'est la partie, l'âge des femmes qui sont le plus concernées. Mais avant ça, forcément, si on a des facteurs de risque, si à l'examen, et ça on le reverra, je pense, on sent quelque chose, on peut être concerné. L'idée, c'est pas de dire il n'y a pas de cancer du sein avant 50 ans, c'est de dire c'est là où il y en a le plus, donc on va mettre une espèce de loupe là-dessus. Mais avant ça, le suivi, il existe déjà théoriquement depuis au moins l'âge de 20-25 ans. Donc on doit être suivi même avant et être vigilant sur des symptômes. Très bien. Alors, je vais juste reprendre ce que tu viens de dire, si j'ai bien compris. Avant 50 ans, normalement, toutes les femmes ont un suivi gynécologique régulier qui est de l'ordre de tous les ans à peu près, Oui, c'est tous ça? les ans. Donc, tous les ans, les femmes vont faire leur suivi gynécologique et lors du suivi gynécologique, il y a un dépistage par palpation, c'est ça? Très bien. Et donc, du coup, après l'âge de 50 ans, c'est là où on propose aux femmes, on demande aux femmes de faire la mammographie, donc la fameuse radio-titi, c'est ça? C'est ça, exactement. En fait, l'examen permet de voir des choses qu'on peut sentir, et la mammographie permet de voir des choses qu'on ne peut pas sentir, et donc encore une fois un stade où il y a le plus de risques. Et cet examen annuel par un professionnel, alors après ça peut être le médecin traitant, le gynécologue, la sage-femme, voilà, l'idée c'est pas de cibler forcément un suivi obligatoire par un certain professionnel de santé. L'important c'est vraiment de se dire bah voilà, c'est cette année, enfin ce mois-ci, c'est mon mois, c'est le mois où je vais voir pour me faire examiner. Et donc du coup voilà, peu importe la personne, et de sentir quelque chose à l'examen fait par le professionnel de santé. Très bien. D'ailleurs, c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que c'est intéressant peut-être de rappeler pour les internautes qui nous regardent qu'il y a des centres de santé sur pratiquement toutes les îles ou même toutes les îles en Polynésie française, et donc il n'est pas forcément nécessaire d'attendre de descendre sur Tahiti pour se faire examiner. Alors sur les îles, alors c'est très variable entre les îles. Bon, ça je pense que les habitants des îles elles le savent beaucoup mieux que moi, mais donc il y a des îles où il n'y a pas forcément un médecin ou une sage-femme, mais après il y a des missions régulières qui sont faites, ou ce qu'on appelle les consultations spécialisées avancées, où il y a soit des sages-femmes, soit des médecins qui viennent régulièrement pour justement s'occuper de la santé de la femme. Et puis après, il y a des îles où par contre il y a des médecins en poste ou des sages-femmes en poste à temps plein, et donc qui peuvent faire cet examen n'importe quand, quoi. Très bien, merci beaucoup. Alors, on revient un petit peu sur la maladie en elle-même qui est le cancer du sein. Et vu qu'on est en train de parler du dépistage, est-ce que tu saurais nous expliquer un peu quels sont les symptômes qu'on peut déjà constater, qui sont les symptômes du cancer du sein? Alors, bon, ce qui est bien avec Octobre Rose, c'est que ça laisse libre cours à beaucoup de choses artistiques, et on voit plein de choses, donc c'est vraiment
c'est vraiment super en termes de communication. Donc je dis ça parce que du coup par rapport aux symptômes, justement, bon, il y a ce qu'on va expliquer, mais des fois il y a des images, je pense notamment à l'histoire des fruits avec un aspect différent, parce que ça permet aux gens d'avoir un peu une idée de ce que ça peut faire. Donc les symptômes, il y a la boule qu'on peut sentir. Alors ça, c'est bien aussi quand on connaît bien ses seins, voilà, de savoir ça c'est bizarre, j'ai jamais senti ça avant. Voilà, donc comme quelque chose un peu dur sous la peau qui fait pas forcément mal. Et après, il y a quand au niveau du mamelon, l'aspect de la peau a changé, ou quand la forme du sein change aussi, ou quand il y a un écoulement au niveau du sein. Enfin voilà, toutes ces choses-là nécessitent justement d'en parler avec un professionnel de santé pour voir pourquoi il y a ces symptômes. Donc l'idée, c'est que dans le doute, si j'ai un des symptômes que tu viens de décrire, il faut absolument se diriger vers un professionnel de santé qui saura juger de la situation. C'est ça. Et vraiment, je pense que beaucoup de professionnels le savent. Bon, là, on parle du cancer du sein, mais pour plein de choses. Des fois, on a un petit côté peur qui se fait dire, bon, allez, c'est pas ça, ça peut pas être un cancer, ou alors j'ai pas envie que ce soit un cancer, donc ça fait peur. Et donc, l'idée, c'est de dépasser la peur, parce que, bon, déjà, ça peut ne pas être ça. Hein. On n'est pas sûr à 100% parce qu'on sent une boule que c'est forcément un cancer. Mais voilà, l'idée, c'est de ne pas attendre, parce qu'en fait, la chose ne va pas disparaître. Et justement, oui, d'aller voir quelqu'un, un médecin, une sage-femme, peu importe, et d'en parler. Alors, c'est très bien que tu parles de ça, parce que ça allait être ma question suivante. Pourquoi est-ce que c'est important de se faire dépister, et pourquoi est-ce que c'est important aussi de consulter de consulter tôt un professionnel de santé si on a un doute? Parce que, de manière connue, on sait que plus on traite tôt et plus on a des chances que ça marche. Voilà, c'est pour toutes les maladies, c'est comme ça. Et je pense qu'il n'y a rien de plus désolant pour un toté, pour la famille, de se dire, pour nous, c'est la patiente, elle a attendu, elle avait peur de venir nous voir, ou de la famille, on a des patientes qui disent, ma tati, elle voulait pas aller consulter, on avait beau lui dire, elle voulait pas aller, et c'est désolant, parce que peut-être qu'avec des traitements, ça n'aurait pas fini de manière triste, donc et on aurait pu faire quelque chose. Donc je pense qu'il faut se dire que voilà, le cancer ne rime pas avec mortalité, et qu'il faut absolument aller en parler et ne pas attendre que ça devienne plus grave. Oui, d'ailleurs, j'ai sorti un chiffre qui est mis en avant par la direction de la santé, que détectés à temps, plus de 8 cancers sur 10 sont guéris. Est-ce que tu peux confirmer cette information? Voilà, c'est ça. Et il y a des données sur la survie à 5 ans aussi, quand c'est pris à un stade précoce. Donc ce qu'on appelle la survie à 5 ans, c'est le taux de patiente qui va être vivante 5 ans après avoir été traitée pour un cancer du sein. Et quand c'est pris à un stade précoce, c'est 99%. Donc c'est vraiment pour nous, on se dit il y a vraiment un intérêt à ce que les femmes viennent. Très bien. Donc le message vraiment à retenir, c'est qu'il faut absolument se faire dépister, même quand on a l'impression qu'il n'y a rien, parce que ça peut sauver une vie, tout simplement. C'est ça, ouais. Alors, est-ce que tu peux justement nous parler, depuis tout à l'heure, on utilise le mot dépistage. C'est pas forcément clair pour tout le monde. Qu'est-ce qu'on entend par dépistage quand on parle du cancer du sein? Alors, est-ce que tu peux nous éclairer un petit peu là-dessus? Oui, alors, dépister, c'est vraiment trouver avant que, de manière générale, en tout cas, le dépistage, c'est plutôt trouver avant qu'il y ait des symptômes. Donc, c'est pour ça qu'il y a un dépistage qui est fait ici de 50 à 74 ans pour toutes les femmes. Voilà, c'est la cible, et peu importe qu'il y ait des symptômes ou pas. Alors après, évidemment, comme on explique, avec l'autopalpation, il peut y en avoir et tout, mais là, c'est plus du dépistage, là, c'est du diagnostic. Et donc, voilà, donc, dépister, c'est trouver avant qu'il y ait les symptômes. Et c'est pour ça qu'il y a cette campagne. Très bien. Alors, on en a parlé juste avant. Avant 50 ans, il s'agit d'un suivi régulier chez un professionnel de santé.
entre 50 et 74 ans, du coup, il y a vraiment un focus de cette campagne de sensibilisation au dépistage du cancer du sein. En quoi ça consiste exactement? Quelles sont les conditions, on va dire? Alors, comme tu dis, outre l'examen annuel, donc il y a une mammographie et l'échographie est prise en charge aussi si elle est nécessaire, hein, c'est-à-dire que ça existe depuis le 31 juillet 2019 et c'est qu'en Polynésie, c'est-à-dire que la métropole n'a pas mis en place cette mesure. Donc c'est vraiment quelque chose en plus pour les femmes locales, polynésiennes, parce qu'il y avait un frein par rapport autant la mammographie était prise en charge mais pas l'échographie, donc il pouvait y avoir un frein par rapport au coût de l'échographie en plus. Et puis les gens ne comprenaient pas, si on dit que c'est un dépistage gratuit, entre guillemets, en tout cas pris en charge, pourquoi finalement elles doivent payer après? Donc ça, c'était parce qu'il y avait une nécessité des fois de rajouter une échographie derrière, donc il y a un autre examen. Et je crois que la semaine prochaine, ma collègue va bien expliquer comment se passent ces deux examens différents, la mammographie et l'échographie. Mais du coup, voilà, donc maintenant, on a ce deuxième examen qui est pris en charge. Donc ça veut dire que les femmes, si elles font ça entre 50 et 74 ans tous les 2 ans, elles n'ont rien à débourser et elles peuvent le faire dans n'importe quel cabinet de radiologie. Ok, super. Alors c'est vrai que le live de la semaine prochaine, donc qui sera avec le Tante Prisca Arthur, sera sur la thématique comment ça se passe la radio-titi. Donc si vous êtes intéressé par cette thématique, vraiment je vous encourage à nous rejoindre la semaine prochaine, mercredi 21 octobre à 19h, et on va vraiment se focaliser là-dessus, sur l'examen et sur toutes les questions que vous aurez à ce sujet. Donc je veux juste repartir sur cette histoire de dépistage. Donc, entre 50 et 74 ans, toutes les femmes polynésiennes sont invitées à faire un dépistage, donc une radio-titi, une mammographie en français, donc tous les 2 ans, et ça permettrait justement de détecter ou pas la présence d'un cancer du sein. Est-ce que tu as peut-être des témoignages de femmes qui ont pratiqué ce dépistage et qu'est-ce qu'il en ressort? Alors, il y a vraiment plusieurs types de femmes, hein. Enfin, ça c'est évident, mais en tout cas de patientes. On a quelques patientes qui sont vraiment très très bien suivies, qui viennent chaque année, voilà, c'est leur rendez-vous annuel. Alors évidemment, moi je rêverais que ce soit pour tout le monde pareil, mais c'est pas toujours facile. Et puis la vie, elle est différente pour tout le monde. Mais voilà, donc. Et puis après, on a des patientes qui viennent une fois après 10 ans, parce qu'elles ont vu un reportage à la télé, parce qu'elles ont eu quelqu'un dans leur famille qui a eu un souci de santé, donc elles se disent voilà, il faut que je vienne. Et donc du coup, elles viennent pour ça. Donc finalement, elles veulent faire leur dépistage et puis après, elles sont contentes. Bon, elles sont contentes parce que heureusement, la plupart du temps, ça se passe bien et le résultat est bon. Mais en tout cas, voilà, il y a un côté satisfaction, un peu de crainte avant d'y aller, puis après un côté on se dit bon voilà, j'ai fait une bonne chose de faite, voilà. Et après on a des femmes qui ont peur de venir, qui ont peur de faire leur radio, qui prennent l'ordonnance mais qui disent oui je verrai si je veux faire. Et puis je pense que toutes ces campagnes d'information, elles servent aussi à ça, à les décider à le faire. Et comme tu disais avec les autres Facebook Live, à leur dire voilà, c'est un examen. Alors Prisca l'expliquera encore mieux que moi, qui est pas forcément douloureux, et puis surtout qui peut vraiment permettre soit de trouver quelque chose tôt, soit d'être tranquille et de rien trouver. Très bien. Par rapport à la fréquence, donc on a dit qu'entre 50 et 74 ans, on recommande de faire la radio-titi tous les 2 ans. Pourquoi avoir choisi cet intervalle? Tous les 2 ans? Oui. En fait, c'était le compromis. Alors, évidemment, ça n'a pas été sorti comme ça au hasard, hein. C'est basé vraiment sur des études, sur ce qui se fait aussi dans le reste du monde et en particulier en métropole, puisque on essaye quand même de se caler sur leurs recommandations. Et donc, l'idée, c'était de faire une radio qui permettait de dépister un plus grand nombre et de ne pas non plus en faire trop pour éviter
ça reste un examen avec des rayons, voilà, d'éviter de faire une dose de rayons qui était trop importante. D'accord, très bien. C'est bien que tu aies éclairci ce point parce que je pense que c'est quelque chose aussi qui est revenu souvent dans les questions de nos internautes sur notre page EA Attitude. Alors justement, en parlant d'internautes, je vous rappelle qu'il est important que vous posiez vos questions. Alors, on est là pour ça. Profitez bien du fait que Tate soit là avec nous ce soir pour pouvoir répondre vraiment aux questions spécifiques que vous pouvez avoir. Surtout, n'ayez pas honte, n'ayez pas peur. Il n'y a pas de questions, bêtes. On est vraiment là pour répondre à toutes les petits doutes que vous pourriez avoir sur la thématique du cancer du sein. Donc, on est vraiment heureux d'être là ce soir pour le faire. C'est une cause qui est très importante. Donc, n'hésitez surtout pas à poser vos questions. Donc, en parlant de ça, je vais me pencher sur quelques interactions qu'on a eues avec nos internautes et ce soir pendant le live et aussi les dernières semaines, vu que le mois d'octobre a commencé il y a déjà 2 semaines. Donc, on est en plein dans la campagne Octobre Rose. Et puis, parmi les questions qui sont sorties, j'en ai une sur l'autopalpation. Donc, on a parlé de la palpation, donc cet examen qui est fait par les professionnels de santé qui consiste à détecter peut-être une grosseur au niveau des seins qui pourrait être peut-être cancéreuse. L'autopalpation, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que vous en pensez? Alors, l'autopalpation, donc c'est la femme qui elle-même se palpe les seins. Alors, ça peut être sous la douche. Enfin, voilà, il y a des... il y avait des papiers qui étaient sortis sur le moment où le faire, plutôt juste après les règles ou des choses comme ça, sur comment faire une autopalpation. L'idée, c'est de dire aux femmes, faites attention à vous, si vous sentez quelque chose, et on a évoqué tous les symptômes en fait, qui étaient importants de surveiller, voilà, n'hésitez pas à consulter. Mais l'autopalpation n'enlève pas le fait d'aller voir quelqu'un chaque année, un professionnel qui va pouvoir sentir quelque chose voilà, par rapport à une formation qu'il a eue, tout ça, qui va pouvoir sentir quelque chose que la femme ne va pas sentir. Donc, l'idée, c'est pas d'exclure de l'autopalpation, mais c'est de dire, c'est très bien si les femmes le font d'elles-mêmes. À aucun moment, on va dire qu'il faut arrêter. Mais par contre, que ça ne se substitue pas à aller quand même voir son toté ou sa sage-femme chaque année, quoi. Absolument. Parce que en lisant un petit peu sur la thématique, j'ai vu aussi que, effectivement, comme tu disais, les symptômes, ça va parfois être des choses qui sont visibles ou qui vont être palpables, donc à la main. Et puis, des fois, il y a des cas où rien n'est visible et rien n'est palpable. Et du coup, il ne faut pas que l'autopalpation, comme tu l'as très bien dit, se substitue à l'examen professionnel, quoi. Et encore une fois, la mammographie, c'est vraiment un examen qui permet de voir des choses qui ne sont pas forcément... qu'on ne peut pas justement palper. Donc, donc, qui dit pas palper dit possiblement quelque chose de plus petit, et donc quelque chose de plus petit, donc plus facilement traitable. Donc, c'est ce qui fait que cet examen est si important et est mis en avant dans le dépistage. Très bien. Alors, j'ai une autre question qui vient de m'arriver. J'ai constaté une anomalie, un des symptômes que tu as décrit plus tôt dans ce live. Qu'est-ce que je dois faire? Donc, déjà, c'est très bien parce que ça veut dire que la femme a fait attention. Donc, on le répétera jamais assez. Faites attention à vous. C'est votre corps. C'est important de le chérir. Et donc, du coup, si elle sent quelque chose, il faut qu'elle... chaque cabinet de consultation a un peu ses pratiques. Nous, à Ramuta, on voit aussi les femmes sans rendez-vous, mais je pense qu'il ne faut pas attendre pour aller consulter dès que les cabinets sont ouverts, et donc voir avec son médecin ou sa sage-femme qu'est-ce qu'il y a à faire par rapport à ce qui a été vu à l'examen, parce que voilà, il y a plein de choses, comme je disais, l'âge, les facteurs de risque, comment est la boule, comment est-ce qui coule, enfin voilà, c'est tous ces symptômes-là qu'après on va détailler dans la consultation, qu'on va voir et qui vont nous évoquer un cancer ou autre chose. Et donc voilà, ça peut être très angoissant, mais tant qu'on n'a pas de diagnostic, il ne faut surtout pas aller trop vite, et surtout en parler pour qu'on puisse nous faire notre diagnostic. Absolument. Et peut-être aussi des fois pour rassurer la personne en question, c'est important de ne pas stresser inutilement des fois. Voilà, c'est ça. Très bien.
Alors, il y a des questions qui reviennent souvent par rapport à l'hérédité. Lorsque j'ai un ou plusieurs cas de personnes qui ont été atteintes du cancer du sein dans ma famille, qu'est-ce que je dois en penser? Est-ce que je suis plus à risque qu'une autre personne? Alors, pareil, ça dépend. Alors, normalement, dans un interrogatoire, nous, on demande s'il y a eu des cancers dans la famille. Est-ce qu'il y a eu des cancers qui ont touché plus particulièrement une certaine lignée, c'est-à-dire du côté du papa ou du côté de la maman? Le degré, c'est-à-dire est-ce que c'est de la famille proche ou de la famille éloignée? Enfin voilà, c'est en général ce qu'on appelle le premier degré, les grands-parents, les parents, frères, sœurs, oncles, tantes. Et donc voilà, donc il y a tout ça qu'on doit lister. Après, il y a aussi l'âge du cancer. Enfin, il y a vraiment dans la famille, je parle. Donc voilà, c'est vraiment donc il faut le signaler et normalement aussi le professionnel est censé le demander quand il fait l'interrogatoire. Donc il faut le signaler et après on estime un risque. Et s'il y a un risque, en effet, on peut proposer ce qui s'appelle des consultations d'oncogénétique, c'est-à-dire aller chercher si la personne a des gènes qui prédisposent au cancer du sein. Très bien. Donc là, ça va concerner vraiment toutes les tranches d'âge. À partir du moment où il y a des personnes dans ma famille qui ont été atteintes du cancer du sein, c'est important de le mentionner aux professionnels de santé. Exactement. Et c'est vous qui allez décider de la marche à suivre. Donc ça sort du dépistage, enfin du dépistage de 50 à 74 ans. Là, on est dans un autre cas de figure. On est sur des gens qui ont un risque élevé de cancer du sein. Alors, quand il y a ce gène dont je parle et qu'il faut rechercher, c'est pas juste d'avoir des cancers dans sa famille, il faut vraiment faire ce qu'on appelle un arbre généalogique, enfin voilà, vraiment estimer le niveau de risque. Et si on est à risque élevé, là on rentre en effet dans une surveillance particulière, très rapprochée. Voilà, c'est des choses qui ont été très médiatisées avec des gens connus comme Angelina Jolie, des choses comme ça. Mais là, on est vraiment dans des cas à part, c'est-à-dire on n'est plus dans la population générale. D'accord, très bien. Alors, une autre question qui m'apparaît à l'instant. On parle beaucoup des avantages du dépistage. Tu pourras d'ailleurs les rappeler si tu le souhaites. Est-ce qu'il y a des inconvénients au dépistage du cancer du sein? Alors, je vais commencer par les avantages, comme ça je vais commencer par le positif. Voilà, donc l'avantage, c'est que c'est un examen qui est facile, qui pas douloureux. Alors je vais pas dire ça, c'est pas quelque chose qui est complètement indolore, mais enfin maintenant de moins en moins douloureux, qui est pris en charge et qui permet de dépister, en tout cas quand c'est fait en dehors de symptômes, tôt, un cancer qui aujourd'hui se traite bien. Donc vraiment on est dans quelque chose qui est vraiment utile pour les femmes. Et après les inconvénients, c'est-à-dire qu'on est, comme je disais, dans un examen qui peut être un petit peu douloureux, qui fait des rayons, donc qui ne doit pas être non plus répété trop souvent dans la population générale. Et puis voilà. Et puis après ça reste quand même un examen. Donc c'est-à-dire que l'important, c'est le suivi régulier, quoi. Très bien. Alors on va peut-être parler de quelque chose d'un peu plus terre à terre. Là, pour le coup, on va parler d'argent, de prise en charge du dépistage. Mais je pense que c'est très important de le rappeler parce qu'effectivement, parfois, ça peut être un frein, le fait que l'examen soit payant ou pas pour la patiente. Qu'en est-il? Est-ce qu'on peut, on l'a déjà dit, mais rappelons-le, qu'en est-il du dépistage entre 50 et 74 ans? Est-ce qu'il est pris en charge? À quelle hauteur? Est-ce qu'il y a des avances de frais, des choses comme ça? Alors, si on est dans le dépistage, c'est-à-dire de 50 à 74 ans, tous les 2 ans, on ne paye rien. Rien du tout. C'est-à-dire que jusqu'à l'année dernière, il y avait, comme je disais, des fois l'échographie à rajouter et qui là n'était pas prise en compte dans le dépistage. Mais maintenant, c'est plus le cas. Donc, la femme n'a rien à payer. Et quel que soit l'endroit où elle va faire sa mammographie. C'est-à-dire que ça concerne tous les cabinets de radiologie, que ce soit à Tahiti ou dans les îles. Donc, tous les radiologues ici en Polynésie française sont habilités à faire la radio-Titi. Il n'y a pas du tout à faire plus de recherche que ça. Et si je veux prendre rendez-vous, donc je suis dans la tranche d'âge, 50-74 ans,
et je me lance, je vais me faire dépister pour le cancer du sein. Comment est-ce que je fais? Alors, l'idéal, l'ordonnance n'est pas indispensable. C'est-à-dire qu'on peut aller dans un cabinet de radiologie, mais l'idéal reste quand même d'aller consulter au préalable parce que ça permet de refaire le point, comme je disais, un peu sur soi, sur est-ce que le frottis est à jour, est-ce que si on est ménopausé, est-ce qu'il y a des bouffées de chaleur, est-ce qu'il y a des saignements, est-ce qu'il y a des douleurs, enfin voilà, tout ça, ça nécessite quand même un examen gynécologique et donc de voir un médecin. Mais voilà, si c'est impossible ou si ça a déjà été fait mais sans avoir eu d'ordonnance de mammographie, on peut le demander à son médecin traitant aussi. Ou le médecin traitant le fera lui spontanément parce que le témoignage là que j'avais fait à la télé, la patiente avait été, son médecin traitant avait prescrit la mammographie. Je pense que des fois il voit des femmes pour d'autres pathologies et c'est le moment aussi de penser à la mammographie et c'est ce qu'ils font. Et donc du coup en gros, elle peut aller se faire dépister et elle ne paiera rien, et que ce soit dans n'importe quel cabinet de radiologie. Donc, en clinique, à l'hôpital, dans les îles. Donc, il y a quelques îles qui sont dotées d'un mammographe. Voilà, elles prennent leur rendez-vous et elles ne paieront rien. Super. Donc, la prise en charge, mesdames, si vous avez entre 50 et 74 ans et que vous voulez vous faire dépister, donc faire votre Radio-CT une fois tous les 2 ans, c'est pris en charge à 100% par la direction de la santé. Donc vraiment, il n'y a plus de frein, en tout cas, il n'y a plus de frein économique dans votre cas. Et puis, je reprends aussi une information très importante que tu as mentionnée plusieurs fois. Parfois, à la suite de la radio-TT, à la suite de la mammographie, le médecin va demander à faire un examen complémentaire qui est une échographie. Et depuis juillet 2019, depuis l'année dernière, cette échographie, lorsqu'elle est faite pendant le même rendez-vous que la mammographie, cette échographie aussi est prise en charge à 100%. Donc là aussi, c'est un frein économique qui se lève pour beaucoup de femmes et on a vraiment de la chance en Polynésie d'avoir ces mesures qui ont été prises parce que je pense que ça pousse beaucoup de femmes, mine de rien, à aller se faire dépister. Ouais, donc à garder en mémoire, mesdames. Et puis, une autre question qui me paraît assez importante à soulever. On est donc dans le mois, un mois vraiment dédié à la cause du cancer du sein qui est Octobre Rose. On en parle à la télévision, notre page Facebook et à Attitude, on a mis plein de visuels, de sensibilisation, de choses comme ça, dans la presse et aussi. Du coup, il y a une pensée souvent commune qui court, qui est que le dépistage est pris en charge à 100%. Uniquement pendant le mois d'octobre. Alors, c'est vrai ou c'est un mythe? Ah oui, c'est vrai, ok. Non, vraiment, c'est tout le temps, toute l'année. Alors, c'est vrai que Octobre Rose, et encore une fois, comme je te le disais tout à l'heure, c'est le mois du cancer du sein, mais c'est aussi le moment où on dit aux femmes, prenez-vous en charge, prenez soin de vous. Elles sont mises en lumière et c'est vraiment très important dans notre société aujourd'hui d'avoir un mois qui est consacré à la femme. Et donc du coup, mais c'est pas parce qu'on n'en parle que maintenant que ça n'a pas lieu toute l'année et que les mammographies se font toute l'année. Et nous, les consultations, c'est toute l'année. Et c'est bien qu'il y ait un pic, mais après, il faut que ça soit toute l'année. Le dépistage du cancer du sein est pris en charge à 100% toute l'année pour les femmes de 50 à 74 ans. Ça, donc, ne vous affolez pas s'il n'y a pas de rendez-vous là au mois d'octobre. Hein, vous avez l'habitude, je pense qu'au mois d'octobre, il y a beaucoup de personnes. Du fait qu'on parle beaucoup du cancer du sein, c'est une super chose d'ailleurs. Hein, on va clairement pas cracher là-dessus. C'est une bonne chose. Il y a beaucoup de femmes qui prennent des rendez-vous et du coup, parfois, elles sont un peu affolées parce qu'elles ont l'impression qu'elles vont pas avoir de créneau pris en charge. Alors non, on se rassure. Toute l'année, vous pouvez aller vous faire dépister et vous n'aurez pas à avancer les frais. Il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, d'autres questions qui me sont parvenues. Alors, j'en ai un petit peu ici qui viennent d'arriver. Une question, oui, effectivement, ça c'est quelque chose qui, à mon avis, tracasse pas mal de femmes.
Le dépistage, il se fait ici en Polynésie française, mais une fois, si le diagnostic est positif et que je me rends compte que je suis atteinte du cancer du sein et que j'ai besoin d'un traitement, est-ce que je peux le faire en Polynésie ou est-ce que je dois aller en métropole ou ailleurs pour le faire? Ok, non, bien sûr, on peut être traité ici, hein, il y a un très bon plateau technique, que ce soit dans le public, donc à l'hôpital ou dans le privé. Donc voilà, s'il y a nécessité d'avoir une opération, il y a des chirurgiens qui opèrent ce type de maladie. S'il y a une chimiothérapie, on a de l'oncologie. S'il y a une radiothérapie, donc c'est les rayons qui peuvent se faire des fois après avoir opéré. Donc ça aussi, ça peut se faire sur place. Donc non, il y a énormément de choses qui peuvent être faites sur place. Alors à Tahiti principalement, mais qui ne nécessitent pas de partir à l'étranger. Et c'est quelque chose de très important parce que j'imagine que lorsqu'on vit une étape de la vie comme ça, on a aussi besoin du soutien de ses proches. Donc le fait de pouvoir rester, même si c'est à Tahiti, pour les gens des îles, je pense à eux notamment, voilà, on a quand même cette proximité qui réchauffe le cœur. Donc on a encore une fois quand même beaucoup de chance en Polynésie par rapport à ça. Alors, un internaute nous pose la question: Tate, faut-il avoir une ordonnance pour faire le dépistage? Donc, on revient sur cette question. Alors, du coup, c'est pas indispensable. Hein, les radiologues, donc, comme ils sont tous conventionnés, donc n'importe quel radiologue peut faire la mammographie sans forcément avoir une ordonnance. Et surtout avec la prise en charge à la direction de la santé quand c'est dans le cadre du dépistage, donc tous les 2 ans, entre 50 et 74 ans. Donc voilà, c'est les conditions en tout cas pour que ce soit pris en charge. Mais l'ordonnance n'est pas forcément nécessaire. Après, moi j'insiste quand même sur cette nécessité de consulter quand même, de ne pas juste faire sa radio et de quand même voir un professionnel pour tout ce qui est le reste de l'examen gynécologique. Quoi. Alors, j'ai vu aussi pas mal de questions passer sur, on parle toujours de la tranche d'âge, avant 50 ans, pourquoi 50, 74, etc. Donc on a parlé de ce qui se passe avant 50 ans et après 74 ans du coup, est-ce qu'il y a encore nécessité de se faire dépister? Comment ça se passe? Alors ça c'est vraiment une discussion, donc encore une fois le dépistage ne sera plus pris en charge après 74 ans. Parce que voilà, la prise en charge, la gratuité ou la prise en charge à 100% se fait sur cette tranche d'âge qui est la plus importante. Mais après 74 ans, moi j'ai quelques patientes, pas beaucoup, mais j'ai quelques patientes qui continuent leur suivi, on continue l'examen. Et puis vraiment là c'est une discussion, ça va dépendre un peu, encore une fois, de leur histoire de vie, de si elles ont déjà eu des petits PAPA sur le titi qui n'étaient pas des cancers, ou si elles ont des gens dans leur famille qui ont eu des cancers, ou si même elles souhaitent continuer à faire la mammographie. Donc voilà, l'idée c'est pas l'arrêt brutal à 74 ans, puisque le suivi doit continuer, et après on en discute avec la patiente. C'est juste qu'on ne sera plus dans le cadre du dépistage organisé et pris en charge. D'accord, parce qu'on a bien mis en avant que, alors je crois que c'était 80% des cas de cancer du sein se déclaraient entre 50 et 74. Ça, donc voilà. En fait, à partir de 74, en règle générale, encore une fois on fait des généralités, on est un peu moins à risque. Où on est un peu moins à risque, et puis surtout, voilà, on a de la chance d'avoir un système, et l'idée c'était de pouvoir cibler au mieux la prise en charge des soins, quoi. Très bien. Alors, pour ceux qui nous rejoignent ou qui viennent de nous rejoindre il n'y a pas si longtemps que ça, on est en direct ici avec le Tate Teanini Tematahutoa. Elle est médecin en charge de la santé de la femme au Centre de la mère et de l'enfant à Hamuta. Et aujourd'hui, on parle d'une thématique qui concerne toutes les femmes. Suis-je concernée par le cancer du sein? Donc, on a déjà vu pas mal de questions. Si vous nous avez rejoint en cours de route, surtout n'hésitez pas à regarder ce live en replay. Il va être disponible sur la page EA Attitude, donc la page Facebook de la direction de la santé. Et puis surtout, s'il y a encore des questions, des doutes que vous avez par rapport à cette thématique qui est le cancer du sein, on vous invite à réagir, à commenter et à poser vos questions maintenant en live. On a encore un petit peu de temps ensemble, et vraiment profitez de la présence de Tate aujourd'hui pour lui poser toutes vos questions. Et puis qui sait, vous allez peut-être éclairer d'autres internautes avec des questions qu'ils se posaient mais qu'ils n'osaient peut-être pas
marqué dans le chat. Donc surtout n'hésitez pas si vous avez des questions, on est vraiment hyper heureux d'y répondre ce soir. Alors justement, j'en ai encore qui m'arrivent, donc c'est que le message est bien passé. Est-ce que ça fait mal, la radiotytie? C'est vrai que ça, c'est quelque chose qui revient souvent. Alors, est-ce que l'examen de la mammographie est douloureux? Alors, c'est pas un examen très agréable, hein. C'est ce que je dis souvent à mes patientes. Même quand on fait l'examen gynécologique, je vais pas dire non, ça fait pas mal du tout va bien. Ça reste un examen qui est pas très agréable, ça reste un examen qui est un petit peu angoissant aussi, parce que forcément dès qu'on fait un examen, on a un petit peu peur du résultat, donc forcément on est un peu plus tendu. Mais aujourd'hui, avec les appareils qu'on a, qui sont beaucoup plus sensibles, en fait, ma collègue la semaine prochaine, je pense, va bien expliquer comment ça se passe et tout, donc je vais pas la spoiler, mais du coup, voilà, on doit comprimer un petit peu les seins pour pouvoir bien les aplatir, pour pouvoir bien voir en fait tout l'intérieur du titi. Et donc, cette compression, en fonction des seins qu'on a, peut être plus ou moins douloureuse. Mais aujourd'hui, voilà, je dis entre les machines, entre aussi les médecins qui sont quand même beaucoup plus sensibles à ça, aux examens douloureux, parce que on a envie que les femmes le fassent. Donc l'idée, c'est pas qu'elles sortent de là en se disant plus jamais, je reviendrai plus jamais. Donc tout le monde est beaucoup plus sensibilisé à ça et à ce que ça fasse le moins mal possible. C'est vrai que je remarque effectivement une grande amélioration, une nette amélioration à ce niveau-là, au niveau de la sensibilité des médecins. Et c'est vrai que ça fait plaisir à voir. Et d'ailleurs, dans les témoignages qu'on a eus sur la page Facebook, il y avait un petit peu de tout. Donc des personnes qui n'avaient pas apprécié leur examen, leur mammographie, et des personnes qui au contraire disaient qu'ils avaient été très bien pris en charge et que ça s'était très bien passé. Donc ça va dépendre des personnes, comme tu l'as très bien dit. Et puis certainement les personnes qui ont eu peut-être des expériences un peu moins agréables, il s'agissait d'une époque qui, je l'espère, est révolue aujourd'hui. Et puis surtout, il faut pas s'arrêter à une expérience douloureuse, ou en tout cas, il faut pas hésiter à en parler, hein. Moi, ça m'est arrivé d'avoir des femmes qui veulent pas y aller, et franchement, l'idée, c'est pas de les forcer, c'est d'en discuter, c'est de voir qu'est-ce qui a pu faire peur, c'est de les rassurer, de trouver qu'est-ce qui a été l'événement traumatisant, et pour pouvoir après pas le faire disparaître, mais en tout cas le travailler. Donc ça peut être aussi la peur du résultat. Enfin voilà, c'est des consultations qui sont vraiment très riches et qui ne se résument pas juste à bonjour, au revoir, tout va bien, mais vraiment à se centrer sur la femme à ce moment-là. Et c'est pour ça que j'insiste sur ce suivi annuel, parce que voilà, moi ma première question c'est est-ce que tout va bien, et puis après on embraye sur le reste. Donc je pense qu'il faut pas hésiter à le faire. D'accord, c'est de créer aussi un lien avec ces femmes qui est important. C'est ça. C'est vrai que je lisais un témoignage sur la page Facebook d'une dame qui disait à juste titre, c'est vrai que pour certaines femmes ça peut paraître être un examen pas très agréable. Elle n'a pas utilisé le terme douloureux, mais pas très agréable. Mais si ça peut prévenir le cancer du sein, alors ça vaut le coup. Oui. Ça vaut le coup, parce que attendre et pour au final peut-être détecter un cancer du sein de façon tardive, les traitements sont quand même lourds. D'ailleurs, on en parlera dans notre troisième live. Donc ça vaut le coup de se faire dépister, même si parfois on a un petit peu peur de cette douleur. Voilà, oui. Et puis, encore une fois, ma collègue l'expliquera bien la semaine prochaine, mais c'est vraiment de moins en moins douloureux. Enfin, les techniques ont changé, et voilà, c'est pas la mammographie d'il y a 20 ans, quoi. Super, ok, très bien. Alors, nous avons effectivement des internautes qui continuent à nous envoyer leurs questions, c'est super. On peut faire un petit... très bien, j'ai une question ici sur la mammographie et les implants mammaires. Donc pour les femmes qui ont des implants mammaires, est-ce qu'il y a des implications par rapport à ça? Alors, du coup, la mammographie peut se faire quand même, avec des implants, mais pareil, je crois que Prisca va en plus en parler aussi, parce que du coup, elle les fait, donc elle pourra bien expliquer un peu les particularités de l'examen avec les implants.
Mais voilà, les implants ne gênent pas pour faire la mammographie, ou en tout cas ne donnent pas un risque, parce que ça, j'ai des patients qui ont un peu peur de ça, d'abîmer l'implant ou de le percer, ou de voilà. C'est quand même fait d'une telle manière qu'on ne va pas abîmer en tout cas ce qui existe, et que la mammographie est possible. Super. Donc un message rassurant pour ces femmes qui ont des implants mammaires et qui veulent néanmoins se faire dépister. Voilà. Super. Et surtout que l'implant fait que l'examen clinique peut être un petit peu plus difficile, puisque on a l'implant, donc forcément la palpation, elle n'est pas efficace à 100%. On ne peut pas tout sentir de manière aussi efficace que quand il n'y a pas d'implant. Donc d'autant plus qu'une radio peut être nécessaire. Super. Alors, on l'a abordé au début de ce live, et puis on va revenir dessus parce que c'est vrai qu'on a pas mal d'internautes qui se reposent la question. Quels sont les facteurs de risque du cancer du sein? Est-ce qu'on peut faire un petit rappel là-dessus? Oui. Donc comme je disais tout à l'heure, donc il y a vraiment deux types de facteurs de risque. Il y a les facteurs de risque non modifiables, donc le fait d'être une femme, puisque les femmes ont plus de risque de cancer du sein que les hommes. Le fait l'âge, puisque donc avec le vieillissement des cellules, il y a plus de risques qu'un cancer apparaisse. Donc à partir de 50 ans où on a vraiment le pic. Après, il y a ce qu'on appelle la prédisposition génétique, donc j'en parlais aussi tout à l'heure, le fait d'avoir des cancers du sein dans sa famille et certains gènes, ça on ne peut pas le changer, c'est comme ça. Donc voilà, donc ça c'est les non modifiables où on est comme ça et après on ne peut pas le changer. Et après, il y a ce qui s'appelle les facteurs de risque modifiables, c'est-à-dire que le risque de cancer du sein peut diminuer avec le changement de ces facteurs de risque. Donc notamment l'obésité, la consommation d'alcool, de ne pas faire assez d'activité physique et le diabète. Donc tout ça, c'est des facteurs de risque qui augmentent le risque d'avoir un cancer du sein. Et donc ça, c'est des choses qui peuvent être modifiées, c'est-à-dire par une meilleure hygiène de vie, par la perte du poids qui sera toujours bénéfique pour atteindre un poids. Alors l'idée c'est pas d'atteindre un poids qui nous rend malheureuse, mais un poids qui nous permet d'être en bonne santé, ce qu'on appelle le poids de forme en fait. Donc voilà, et de travailler là-dessus. Et la consommation d'alcool, elle doit être toujours modérée, que ce soit pour les cancers du sein, mais d'autres risques d'autres pathologies qui sont liées à l'alcool. Oui, c'est vrai que ce que tu décris là, ce sont des facteurs de risque qu'on retrouve dans quand même beaucoup de pathologies. Exactement. On en revient toujours à cette histoire d'hygiène de vie qui est quand même un facteur décisif sur le développement de pathologies, dans notre cas le cancer du sein. Alors, il nous reste encore un petit peu de temps. Si vous voulez envoyer vos questions, je pense qu'on va avoir le temps de répondre encore à peut-être une ou deux questions, si vous le souhaitez. Je vais faire un petit tour sur le chat pour voir si on a à nouveau des questions qui nous viennent. Donc, on a parlé des facteurs de risque, la radiotytie, les implants mammaires. Et puis, alors, on va revenir sur cette dernière question et puis je pense qu'on va terminer avec ça. Je pense que c'est un peu reprendre ce qu'on vient de dire à l'instant. Comment réduire les facteurs de risque? En ayant une bonne hygiène de vie. En ayant une bonne hygiène de vie. Après, c'est des fois plus facile à dire qu'à faire. Et pareil, je pense qu'une consultation annuelle, elle consiste aussi à ça, c'est-à-dire le tabac n'est pas, il y a d'autres choses, mais pas forcément au cancer du sein, mais il y a d'autres choses. Si les femmes fument, à les aider à arrêter de fumer, à limiter leur consommation d'alcool, à favoriser la perte de poids, qui peut être due à plein de choses. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais voilà, c'est de trouver comment dans son quotidien, avec tout, le travail, les enfants, la vie, tout ça, un moyen de se rapprocher d'une hygiène de vie qui nous permet d'être en forme et aussi de diminuer tous ces facteurs de risque pour toutes les autres maladies, comme le cancer du sein, mais d'autres aussi. Absolument. Dans tous les cas, outre les facteurs de risque modifiables, c'est absolument le dépistage et le suivi régulier par un professionnel de santé. Ouais. Alors,
Vous avez peut-être, si vous nous suivez en direct ou si vous nous regardez en replay dans quelques heures ou dans quelques jours, vous aurez peut-être encore des questions à ce sujet. Dans ce cas-là, je vous invite à contacter directement la direction de la santé. Ils ont une super équipe qui est à votre disposition pour répondre à vos questions. Alors, un numéro de téléphone à retenir, c'est le 40 47 35 00. Et puis, une adresse email aussi, on va la mettre en commentaire dans le chat pour que vous ne vous y perdiez pas. Il s'agit de l'adresse email dépistage, sans l'accent, au singulier, .cancer, au pluriel, donc avec un S à la fin, @santé, sans l'accent, .gov.pf. Donc, dépistage.cancer@santé.gov.pf. Voilà, cette adresse email sera dans le chat. Et puis, comme d'habitude, vous pouvez aussi continuer à poser vos questions en commentaire, donc sur la page Facebook de la direction de la santé et à Attitude. Et notre équipe est là à votre disposition pour répondre au mieux à vos questions les plus simples et les plus complexes. Il n'y a pas de souci pour ça. Si vous avez aimé ce live, je vous encourage à le partager, à en parler autour de vous. Alors maintenant que vous êtes peut-être sensibilisés un petit peu mieux, je l'espère, à la cause du cancer du sein, c'est le moment de faire votre part et de sensibiliser aussi les personnes autour de vous, pas seulement les femmes, mais aussi les hommes qui ont des femmes, des filles, des cousines, des nièces, etc., etc. Donc on est vraiment tous concernés par la cause du cancer du sein, c'est important de le rappeler. Donc partagez absolument cette vidéo si elle vous a apporté quelque chose, ça apportera peut-être aussi quelque chose d'important à quelqu'un d'autre. Et puis, je rappelle que cette vidéo sera disponible en replay, évidemment. On va donc conclure sur cette note-là. Tout d'abord, je vais vous donner rendez-vous la semaine prochaine, le mercredi 21 octobre à 19h sur la page Facebook et à Attitude. Et on sera en compagnie du Toté Priska Arthur, donc, qui est radiologue. Et la thématique que nous allons aborder, c'est comment ça se passe, la radio-titi, la mammographie. Et puis, dans 2 semaines, toujours à la même heure, mercredi 28 octobre, ce sera à 19h. Et on va être en compagnie du Toté Renaud Rojo. Et puis, avec lui, on va parler de tout ce qui est angoisse liée au résultat de la radio-titi. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui peut être très intéressant pour les femmes, c'est cette angoisse qu'on a une fois qu'on s'est fait dépister, la peur du résultat tout simplement, est-ce qu'il est positif, est-ce qu'il est négatif, etc. Donc ce sera mercredi dans 2 semaines. Toté, merci beaucoup d'être venu ce soir pour parler à nos internautes. J'espère que tu as apprécié ce moment autant que moi. Oui, beaucoup. Et puis à vous qui nous avez regardés et qui nous regardez en ce moment, je vous remercie aussi de votre engagement, parce que si vous êtes là, c'est que vous êtes sensibilisés à la cause du cancer du sein, donc vous pouvez être fiers de vous. Je vous récapitule peut-être les informations principales à absolument retenir pour vous et pour votre entourage. Entre 50 et 74 ans, tous les 2 ans, faites votre radio-titi, cet examen, donc la mammographie. Il est pris en charge à 100% par la direction de la santé. La mammographie est prise en charge, et si jamais votre médecin pense qu'il est nécessaire de faire un examen complémentaire qui s'appelle l'échographie, eh bien, si vous le faites durant le même rendez-vous, maintenant, cet examen est également pris en charge à 100%. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas y aller. La radio-titi, elle est prise en charge toute l'année, pas seulement pendant le mois Octobre Rose. Donc, il n'y a vraiment pas de souci à ce sujet-là. Vous pouvez prendre rendez-vous à n'importe quel moment de l'année auprès de n'importe quel radiologue. Ils sont tous habilités à dispenser cet examen ici en Polynésie française. Pas besoin d'ordonnance si jamais ça vous préoccupe. Vous pouvez venir avec une ordonnance, mais ça n'est pas nécessaire. Et puis, l'intérêt donc de faire ce dépistage de façon régulière, c'est tout simplement que lorsque la maladie est détectée assez tôt, eh bien, les chances de guérison sont augmentées et les traitements sont moins lourds. Toté, est-ce que tu souhaites peut-être nous donner un petit mot de la fin pour conclure ce Facebook Live? Oui, alors un petit mot de la fin. Bon, déjà, merci d'être venus nombreux suivre ce Facebook Live. C'est une première et je pense que vraiment c'est un concept qui est novateur, qui marche. Enfin, en tout cas, j'espère que ça permet, c'est d'autres moyens de faire passer l'info et c'est super. Et puis moi, j'aimerais dire à toutes les femmes polynésiennes,
faites-vous suivre, n'ayez pas peur, hein, on est là pour nous occuper, pour s'occuper de vous, hein, pour s'occuper de votre santé, pour que vous soyez en bonne santé, que vous viviez longtemps. Et donc, n'hésitez pas à dire à vos mamans, à vos grands-mères, à vos tatis, à vos cousines, allez, ben, moi je suis allée chez mon toté, ben, vas-y toi aussi, parce que c'est important qu'on puisse vivre très longtemps et en bonne santé. Super message, je te remercie beaucoup. Mesdames, donc vous avez le pouvoir d'agir et pour prendre soin de votre santé, allez faire votre Radio City. Je vous remercie, passez une très bonne soirée et on se dit à la semaine prochaine. Nana. Voilà.